Le docteur Thomas Weber était assis dans sa salle de traitement, fixant le canapé vide devant lui. Dehors, un après-midi de novembre gris a traversé Munich et la faible lumière a rendu les locaux de son cabinet encore plus vides qu'ils ne l'ont déjà été. À 42 ans, il avait imaginé sa vie différemment. Psychothérapeute à succès avec son propre cabinet à Schwabing, considéré par des professionnels. Auteur de 2 livres sur la gestion des traumatismes et la résilience. Sur le papier, il avait tout accompli. En réalité, il se sentait érodé. Le divorce était définitif depuis 5 mois. Sandra avait gardé l'appartement commun. Il avait emménagé dans un petit appartement de 2 pièces près de l'Isard. Leur mariage de 15 ans n'a pas été radicalement brisé, mais lentement saigné. Pas de liaison, pas de grand conflit, juste une aliénation rampante que les deux n'avaient remarqué que lorsqu'il était déjà trop tard. Sandra, avocate en droit des affaires, avait poursuivi sa propre carrière. Il s'est patient. À un moment donné, ils avaient cessé de se voir vraiment. Thomas se frotta les yeux. L'épuisement de ces derniers mois était au fond de ses os. Chaque jour, il entendait les gens parler de leurs problèmes, les aidait à traverser les crises, leur montrait des moyens de sortir de l'obscurité. Mais qui l'a aidé? Ses collègues étaient au courant du divorce, ont offert des mots de compassion, mais de vraies conversations ont rarement eu lieu. Les psychothérapeutes étaient doués pour soutenir les autres, moins doués pour accepter eux-mêmes de l'aide. Un coup à la porte le fit lever les yeux. Sa directrice de cabinet, Petra Neumann, a mis sa tête dedans. Elle travaillait pour lui depuis 7 ans, était au milieu de la cinquantaine, maternelle et discrète. « Monsieur Weber, votre patiente de 14 heures est là. Madame Hoffmann, la nouvelle. » Thomas hocha la tête et attrapa le dossier du patient. Il n'avait que les données de base. Lena Hoffmann, 26 ans, référée par son médecin de famille en raison d'anxiété et de troubles du sommeil récurrents. Pas d'antécédents psychiatriques, pas de médicaments. Lors de la première conversation au téléphone, sa voix avait sonné jeune et incertaine. Il ouvrit la porte de la salle d'attente. Une jeune femme se leva de la chaise. La première chose que Thomas a remarqué était son apparence naturelle. Pas de vêtements voyants, pas de maquillage, le visage caché. Elle portait un jean, un pull en laine crème et des baskets. Ses cheveux blonds foncés tombaient sur ses épaules. Ses yeux, verts, avec des tasselles d'ambre, semblaient vigilants, presque anxieux. « Madame Hoffmann, veuillez entrer. » Elle le suivit avec des pas hésitants. Thomas a remarqué comment elle a entrelacé ses doigts, un geste d'auto-apaisement classique. Elle s'assit sur le canapé, il s'assit en face d'elle dans son fauteuil. Une petite table avec des mouchoirs et un verre d'eau se tenait entre eux. « Merci de m'avoir pris à si court terme. » Sa voix était douce, presque fragile. « Je ne sais plus quoi faire. La peur me ronge. » Thomas hocha la tête en signe d'embarrassement. « Vous êtes au bon endroit. Dites-moi ce qui vous a amené ici. Prenez votre temps. » Lena Hoffmann prit une profonde inspiration, puis elle commença à parler. Son histoire était hésitante, entre de longues pauses où elle cherchait des mots. Elle a travaillé comme graphiste, indépendante à domicile. Il y a 1 an, elle avait survécu à un grave accident de voiture. Son petit ami de l'époque, qui était au volant, avait perdu la vie. Depuis lors, elle souffrait d'attaques de panique, de cauchemars, ne pouvait plus conduire, évitait les transports en commun aux heures de pointe. Thomas écoutait attentivement, prenait occasionnellement des notes. Troubles de stress post-traumatique classique, pensait-il, sentiment de culpabilité du survivant, comportement d'évitement, hypervigilance. Mais il y avait autre chose dans sa façon de parler. Une vulnérabilité qui allait au-delà du traumatisme, comme si elle était déjà cassée avant l'accident. « Avez-vous de la famille, des amis qui vous soutiennent ?» a demandé Thomas. Lena secoua la tête. « Mes parents vivent dans le nord de l'Allemagne, à Lübeck. Nous avons peu de contacts. Après l'accident, la plupart des amis se sont retirés. Personne ne sait comment me traiter. Je suis devenu un fardeau. Vous n'êtes pas un fardeau. » La voix de Thomas était ferme. « Vous avez vécu quelque chose de traumatisant. Il est normal d'avoir besoin d'aide. » Les yeux de Lena se sont remplis de larmes. « Pour la première fois depuis des mois, je me sens compris.
L'heure passait vite. Thomas lui a expliqué les bases de la thérapie du traumatisme, a parlé de l'EMDR et de la thérapie cognitivo-comportementale, de l'importance de traiter le traumatisme au lieu de l'éviter. Léna écoutait, posait des questions intelligentes. Malgré sa peur, elle était intellectuellement présente, réceptive. À la fin de la réunion, ils ont convenu d'un rendez-vous hebdomadaire, chaque jeudi à 14 heures. Léna s'est levée, a hésité à la porte. « Monsieur Weber, je vous remercie. J'ai longtemps hésité à demander de l'aide, mais je pense que je suis au bon endroit avec vous. » Thomas sourit professionnellement. « Nous y travaillerons ensemble. Vous n'êtes pas seul. » Après son départ, Thomas est resté longtemps assis dans son fauteuil. Il réfléchit au cas de Léna, un cas évident de SSPT, mais bien traitable. Avec la bonne thérapie, elle retrouverait une qualité de vie. Mais il y avait encore quelque chose, un sentiment qu'il ne pouvait pas saisir complètement. La façon dont elle l'avait regardé, vulnérable, oui, mais aussi reconnaissant, tellement reconnaissant, comme s'il l'avait déjà aidé, alors qu'il ne venait que commencer. Il secoua la tête sur lui-même. « Projection, Thomas. Tu es seul et tu interprètes trop. » Ce n'était que la première séance. Au cours des 3 semaines suivantes, la vie de Thomas Weber a été déterminée par une routine qui lui donnait à la fois un soutien et un effet étouffant. Du lundi au vendredi, il voyait entre 6 et 8 patients par jour. Le soir, il était assis seul dans son appartement, mangeait des plats cuisinés, regardait des documentaires à moitié, se couchait tôt. Le week-end, il rencontrait parfois son frère Marcus pour faire du jogging sur l'Isard, mais les conversations restaient superficielles. Marcus, lui-même marié et heureux avec 2 enfants, ne savait pas quoi dire à Thomas. Les rendez-vous du jeudi avec Léna Hoffman sont devenus quelque chose dont Thomas a commencé à se réjouir, même s'il ne l'a pas admis lui-même. Elle a fait des progrès lents mais constants. Lors de la 2e séance, ils ont parlé de l'accident lui-même. Léna a pleuré, a décrit le pare-brise cassé, l'odeur de l'essence et du sang, le silence qui a suivi après que les cris aient été réduits au silence. Thomas l'a guidée à travers la mémoire, l'a aidé à décomposer les émotions écrasantes en morceaux plus petits et plus maniables. Lors de la 3e séance, ils ont parlé de culpabilité. Léna a parlé de sa relation avec son ami décédé. « Il n'était pas bon pour moi », a-t-elle admis. « Il buvait, devenait parfois bruyant, agressif. Je voulais me séparer, mais l'accident s'est produit, et maintenant je ne peux plus jamais en finir correctement. » Thomas hocha la tête en signe de compréhension. « La culpabilité est complexe, a-t-il dit. Vous pouvez vous pardonner sans oublier. Ce n'est pas une trahison de sa mémoire. » Lors de la 4e séance, Léna a apporté un petit gâteau, fait maison. « Excusez-moi, je voulais vous remercier. Il m'aide tellement. » Thomas a accepté le cadeau, même si accepter les cadeaux des patients était contraire aux directives. Mais c'était un gâteau inoffensif. Il la remercia, le posa sur son bureau. Après la séance, il a mangé un morceau. Gâteau au citron léger et sucré. Bien joué. La frontière entre le thérapeute et le patient a commencé à se déplacer imperceptiblement. Ça a commencé par de petites choses. Léna a demandé comment s'était passée sa journée. Il a répondu, d'abord évasivement, puis plus honnête. Elle a parlé de sa vie de freelance, des projets sur lesquels elle travaillait. Il a parlé de ses livres, de la recherche qui l'intéressait. Les discussions se sont éloignées de leur thérapie vers des sujets plus personnels. Lors de la 6e séance, début décembre, Léna est arrivée trempée par la pluie. Munich a connu une semaine exceptionnellement humide. Ses cheveux étaient collés à son visage, ses vêtements étaient humides. Elle sourit en s'excusant. « Mon parapluie est cassé. » Thomas s'est levé, a pris une serviette dans la pièce voisine. « Séchez-vous, je vais nous faire du thé. » C'était la première fois qu'il préparait du thé pour un patient. Ils se sont assis ensemble, ont bu le chaud Earl Grey, et Léna a raconté son enfance à Lübeck. Son père, un professeur strict qui confondait la froideur émotionnelle avec la discipline. Sa mère, silencieuse et retirée, piégée dans un mariage qui l'a étouffée. Léna s'était enfuie à Munich à l'adolescence,
avait étudié le design de la communication, s'était construit sa propre vie. « Ils sont forts, » dit Thomas. « Plus forts que vous ne le pensez. » Les yeux de Léna rencontrèrent les siens. « Je ne me sens pas fort. Je me sens perdu. Mais ici, avec vous, je me sens en sécurité. » Quelque chose dans la poitrine de Thomas s'est contracté. Il a reconnu le sentiment. Attraction. Attraction dangereuse. Il était le thérapeute, elle la patiente. C'était une limite qui ne devait jamais être franchie. Le jeudi suivant, c'était la mi-décembre, et Munich scintillait dans les lumières de Noël. Léna est venue avec un visage inquiet. « Monsieur Weber, je dois vous demander quelque chose. » « Je suis gêné. » Thomas se pencha en arrière. « Vous pouvez aborder n'importe quoi. » Léna hésita. « Mon appartement, j'ai des problèmes avec le propriétaire. Il veut me jeter parce que je n'ai pas pu payer le loyer de novembre à temps. Un client n'a pas payé et j'étais à court d'argent. J'ai l'argent maintenant, mais il insiste sur une caution, en plus du loyer de décembre. 800 €. Je ne sais pas où les trouver. » Thomas a ressenti l'impulsion d'aider. 800 €, ce n'était pas beaucoup pour lui. Il gagnait bien, n'avait pas de grosses dépenses depuis le divorce. Mais il était absolument inapproprié de donner de l'argent à un patient. « Avez-vous d'autres options ?» a-t-il demandé. « Famille, amis qui peuvent vous aider à court terme ?» Léna secoua la tête. « Personne. J'ai tellement honte. Je ne devrais pas vous charger. Oubliez ça. » Elle s'est levée comme si elle voulait partir. Thomas a senti une panique. « Attendez, asseyez-vous. » Ils étaient assis l'un en face de l'autre. Thomas savait que ce qu'il était sur le point de dire était faux. Mais l'idée que Léna pourrait perdre son appartement, surtout maintenant qu'elle progressait enfin, était insupportable. « Je peux vous aider, » se dit-il, « en tant que prêt. Vous le remboursez si vous le pouvez. Pas de précipitation. » Les yeux de Léna s'écarquillèrent. « Je ne peux pas l'accepter. Ce serait trop. Oui, vous pouvez. Considérez-le comme un soutien temporaire. Ils ont besoin de stabilité pour guérir. » Léna se mit à pleurer, pas par peur ou par traumatisme, mais par soulagement et gratitude. « Vous êtes la première personne depuis longtemps qui se soucie vraiment de moi. Je ne sais pas comment vous remercier. » Thomas lui a fait un chèque. 800 €. Il le lui donna et leurs doigts se touchèrent brièvement. C'était un moment électrique, bref mais évident. Léna le regarda, les yeux humides de larmes. « Merci », murmura-t-elle. Après cette séance, Thomas est resté longtemps dans son bureau. Il avait franchi une frontière, pas dramatique mais claire. Petra frappa à la porte. « Tout va bien, monsieur Weber. Vous avez l'air fatigué. »« Tout va bien, Petra. Juste une longue journée. » Elle hocha la tête et disparut. Thomas savait qu'il avait fait une erreur. Mais en même temps, c'était juste. Léna avait besoin d'aide, et il pouvait l'aider. N'était-ce pas le cœur de sa profession? La semaine suivante, Léna lui a rendu l'argent. En espèces, 800 € dans une enveloppe. Elle sourit. « Mon client a finalement payé. Je peux vous le rendre. » Thomas était soulagé. « Vous voyez, ce n'était que temporaire. » Léna hocha la tête. « Pourtant, vous m'avez aidé quand personne d'autre ne l'a fait. Je ne l'oublierai jamais. La semaine de Noël est arrivée. Thomas n'avait pas de plan pour les vacances. Sandra a passé Noël avec sa nouvelle connaissance, un collègue de son cabinet. Marcus est allé à la montagne avec sa famille. Thomas avait fermé le cabinet et serait seul dans son appartement. L'idée le déprimait plus qu'il ne voulait l'admettre. Le dernier jeudi avant Noël, Léna est venue à la réunion. Elle semblait nerveuse, jouant avec ses mains. « Monsieur Weber, je n'ai personne avec qui faire la fête demain. Mes parents ne m'ont pas invité. Je serai seule. » Elle le regarda. « Est-ce la même chose pour vous ?» Thomas hésita, puis il hocha la tête. « Oui, je passe Noël seul. »« C'est bon. Parfois, on a besoin de repos. » La voix de Léna est devenue plus basse. « Peut-être pourrions-nous passer la veille de Noël ensemble? Rien de grand, juste un dîner pour qu'aucun de nous ne soit seul. Ce serait bien de parler à quelqu'un qui me comprend. » Thomas savait qu'il devait dire non. Mais la solitude des derniers mois, l'appartement vide, l'idée de s'asseoir seul devant la télévision la veille de Noël,
Tout cela était soudainement écrasant. Il s'est entendu se dire « Pourquoi pas ?» Mais il doit rester discret. Vous comprenez pourquoi? Léna hocha la tête sérieusement. Bien sûr, je ne voudrais jamais que vous ayez des ennuis. Ils se sont rencontrés le 24 décembre dans un petit restaurant tranquille à Heidhausen, loin de Schwabing, loin de tous ceux qui pourraient les connaître. Le restaurant était à moitié vide, seulement quelques autres âmes solitaires qui n'ont pas passé Noël à la maison. Ils étaient assis à une table dans le coin, commandant de l'oie rôtie et du vin rouge. La conversation a été plus facile que lors des séances de thérapie. Sans la pression de la dynamique thérapeute-patient, ils ont parlé de films, de livres, de voyages. Léna a raconté un été dans le sud de la France, alors qu'elle avait 20 ans, alors que tout semblait encore possible. Thomas a raconté une conférence à Édimbourg où il était tombé amoureux de la campagne écossaise. Ils ont ri, ont bu du vin, et pendant une soirée, Thomas a oublié à quel point il avait été seul. Quand ils ont quitté le restaurant, la neige avait commencé à tomber. Des flocons légers qui enveloppent Munich d'une couverture blanche silencieuse. Léna tremblait dans son manteau fin. Thomas enleva sa veste et la mit sur ses épaules. Elle n'a pas protesté. Il marchait lentement dans les rues enneigées. Léna s'est arrêtée à un coin de rue. « Regardez, la lune !» Thomas leva les yeux. La pleine lune brillait à travers les nuages, argentée et claire. Quand il regarda en arrière, Léna se tenait très près de lui. Ses yeux reflétaient la lumière de la lune. « Merci pour ce soir, murmura-t-elle. Je ne me suis pas senti aussi vivant depuis longtemps. » Thomas savait qu'il devait prendre du recul. Au lieu de cela, il s'est arrêté. Moi non plus. Léna tendit la main, toucha son visage. Ses doigts étaient froids, mais son toucher brûlait. « Est-ce que c'est faux ?» demanda-t-elle doucement. « Oui, » répondit honnêtement Thomas, « mais je ne veux pas que ça s'arrête. » Le baiser était doux, hésitant, comme s'ils attendaient tous les deux une permission invisible qui ne viendrait jamais. Lorsqu'ils se sont détachés, Thomas a vu l'insécurité reflétée dans les yeux de Léna, qu'il ressentait lui-même. « Nous ne pouvons pas le faire, » a-t-il dit, mais sa voix manquait de conviction. « Je sais, » répondit Léna, « mais peut-être seulement aujourd'hui, seulement à Noël. Après cela, nous l'oublions. » Thomas savait que c'était un mensonge. On n'oublie pas de tels moments. Mais il hocha quand même la tête. Ils sont allés chez lui. Dans la nuit, ils s'aimaient, lentement et prudemment, comme si tout était fragile et pouvait se briser à tout moment. Le matin, Thomas s'est réveillé et a trouvé Léna debout près de la fenêtre, enveloppée dans sa chemise, regardant la ville enneigée. « Tu le regrettes ?» demanda-t-elle sans se retourner. « Je devrais, » répondit Thomas. « Mais je ne le fais pas. » C'est le moment où le docteur Thomas Weber a commis sa première et décisive erreur. Il pensait pouvoir contrôler ce qui allait se passer ensuite. Il pensait qu'il avait encore le choix. Les jours qui ont suivi Noël ont dégagé une étrange irréalité. Thomas Weber se déplaçait à travers sa routine, comme un homme sous l'eau. Chaque mouvement semblait ralenti, chaque pensée enveloppée d'une épaisse couche de culpabilité et d'euphorie simultanée. Il voyait ses patients, hochait la tête aux bons endroits, donnait des conseils professionnels, mais une partie de son esprit était toujours avec Léna. Avec la façon dont elle s'était allongée dans son lit, comment sa peau avait scintillé à la lumière du matin, à quel point elle avait été à la fois vulnérable et forte. Ils avaient convenu d'être prudents. Pas de messages pendant les heures de travail, pas de réunions publiques. Les séances de thérapie devaient continuer comme si de rien n'était, mais tous deux savaient que c'était une farce. Comment Thomas pouvait-il rester objectif alors qu'il savait quel goût avait Léna, comment elle chuchotait son nom? Le premier jeudi de la nouvelle année est arrivé. Léna est arrivée ponctuellement à 14 heures. Petra l'a laissée entrer dans la salle d'attente, et Thomas est venu la chercher comme d'habitude. Leurs regards se sont croisés, juste pour une fraction de seconde, mais c'était suffisant. L'air crépitait entre eux. Ils se sont assis. Thomas a essayé de mettre son masque professionnel. « Comment allez-vous cette semaine ?» Léna sourit faiblement. « Mieux. Les cauchemars sont devenus plus rares, mais je me sens perdu.
Je ne sais plus où se trouve la frontière entre la patiente et autre chose. Thomas s'éclaircit la gorge. C'est compliqué. Nous avons franchi une limite qui n'aurait pas dû être franchie. J'en assume la responsabilité. Tu le regrettes? Leur utilisation de du au lieu de elle était voulue, un rappel de l'intimité qu'ils avaient partagée. Thomas hésita. Je devrais le regretter. Mais non, je ne le fais pas. Les yeux de Léna se sont remplis de larmes. Moi non plus. Mais j'ai peur. De quoi? Que tu me rejettes, que tout cela n'était qu'une erreur pour toi. Thomas s'est levé, s'est dirigé vers la fenêtre. Il a dû prendre de la distance. Léna, je suis ton thérapeute. Ce qui s'est passé entre nous ne doit pas continuer. C'est contraire à l'éthique, illégal, destructeur de carrière. Je pourrais perdre ma licence. Alors arrête d'être mon thérapeute. Sa voix était ferme. Transférez-moi à quelqu'un d'autre et nous verrons ce que c'est entre nous. C'était une solution logique, mais Thomas savait que ce n'était pas si facile. Un virement soulèverait des questions. Petra le remarquerait. Les collègues pourraient se méfier. Et au fond de lui, Thomas ne voulait pas céder Léna à un autre thérapeute. Il voulait être celui qui l'aide. « Je dois y réfléchir », a-t-il finalement dit. La séance s'est terminée de manière insatisfaisante. Tous deux étaient frustrés, confus. Quand Léna est partie, Thomas est resté longtemps dans son fauteuil. Il savait ce qui était juste. Il devait mettre fin à la relation thérapeutique, transférer Léna à un collègue compétent, et ensuite, après un temps d'attente raisonnable, il pourrait peut-être commencer quelque chose de personnel. Mais l'idée d'attendre des mois, de ne pas la voir, de ne pas la toucher était insupportable. Ce soir-là, Léna lui a écrit un message. C'était la première fois qu'elle cherchait un contact direct en dehors des séances. « Je comprends si tu as besoin de distance. Mais sache que je ne peux pas t'oublier. Ce que nous avons partagé était réel pour moi. » Thomas fixait le message. Il ne devrait pas répondre. Il a quand même répondu. « C'était réel pour moi aussi. J'ai juste besoin de temps pour savoir comment nous allons gérer ça. » Les 2 semaines suivantes ont été un supplice. Thomas ne voyait Léna que pendant les séances de thérapie, et tous deux faisaient comme s'ils parlaient de son trouble anxieux, mais la tension était tangible. Petra l'a remarqué. Un après-midi, après le départ de Léna, elle a frappé à sa porte. « Monsieur Weber, tout va bien avec Madame Hoffmann? Elle a l'air si tendue ces derniers temps. » Thomas se força à sourire. « Le travail de traumatologie est intense. Nous travaillons sur des souvenirs difficiles. » « C'est normal. » Petra hocha la tête, mais son regard resta sceptique. « Si vous dites, ils se connaissent le mieux. » Après son départ, Thomas se pencha en arrière et se frotta le visage. Il a perdu le contrôle. Tout glissait entre ses doigts. Fin janvier, quelque chose s'est produit qui a tout changé. Léna l'a appelé un mardi soir, sa voix paniquée. « Thomas, j'ai besoin de toi. S'il te plaît, viens. » Que s'est-il passé? J'ai une crise de panique. Je ne peux pas le faire seul. S'il vous plaît, Thomas a attrapé sa clé de voiture. J'arrive, où es-tu? L'appartement de Léna se trouvait à Sendling, un quartier calme du sud de Munich. Il avait son adresse dans le dossier du patient. C'était un ancien bâtiment, 3e étage sans ascenseur. Thomas a pris les étapes 2 à la fois. La porte de l'appartement était un peu ouverte. Il frappa, entra. Léna? Il la trouva dans le salon, repliée sur le canapé, tremblante. Sa respiration était rapide et superficielle, signe classique d'une crise de panique. Thomas s'agenouilla à côté d'elle, lui prit la main. « Léna, reçois-moi. Respire avec moi. Doucement. Active, s'éteint. 1, s'éteint. » Il l'a conduite à travers les exercices de respiration qu'il lui avait enseignés en thérapie. Lentement, sa respiration se calma. La panique s'est écartée de ses yeux. « Qu'est-ce qui a déclenché cela ?» demanda doucement Thomas. « Un cauchemar. J'ai rêvé de l'accident. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, tu étais dans la voiture et je n'ai pas pu te sauver. » Ses yeux se sont remplis de larmes. « J'ai tellement peur de te perdre. » Thomas la tira dans ses bras. « Tu ne me perds pas. Je suis là. » Ils sont restés assis comme ça pendant longtemps. À un moment donné, Léna s'est endormie, épuisée par la crise de panique. Thomas la posa prudemment sur le canapé, la recouvert d'une couverture.
Il devait partir, mais il est resté. Il s'assit dans un fauteuil en face et la regarda. Dans son sommeil, elle avait l'air encore plus jeune, presque enfantine. Quelque chose dans la poitrine de Thomas s'est contracté douloureusement. Non seulement il avait franchi la frontière, il l'avait pulvérisé. Lorsque Léna s'est réveillée le matin, elle a trouvé Thomas endormi dans le fauteuil. Elle s'est levée tranquillement, a fait du café. L'odeur le réversa. « Excuse-moi, » dit Léna. « Je ne voulais pas te garder ici toute la nuit. »« C'est bon. Comment vous sentez-vous ?»« Mieux. Merci d'être venu. » Elle lui tendit une tasse de café. « Thomas, je sais que c'est compliqué, mais j'ai besoin de toi. Pas seulement en tant que thérapeute, en tant qu'être humain. » Thomas but le café, chaud et amer. Il était fatigué, confus, mais en même temps, il se sentait plus vivant que depuis des mois. « D'accord, dit-il finalement, nous le faisons. Mais attention, personne ne doit le savoir. Nous ne nous voyons qu'en privé, pas en pratique. Je te transfère officiellement à une collègue. C'est ainsi que nous sommes sûrs. » Le visage de Léna s'illumina. « Vraiment? Tu fais ça pour moi? »« Pour nous, » a corrigé Thomas. « Pour nous deux. » Dans les semaines qui ont suivi, Thomas et Léna ont développé un système. Officiellement, Léna n'était plus sa patiente. Il l'avait référée au docteur Sabine Kremer, une collègue expérimentée spécialisée dans la thérapie des traumatismes. Léna est allée à ses séances, a parlé des progrès, a joué la patiente obéissante. Mais leurs vraies conversations ont eu lieu ailleurs. Ils se rencontraient dans l'appartement de Thomas, parfois chez eux. Jamais dans des restaurants où ils pouvaient être vus. Jamais près de son cabinet. Le secret a donné à leur relation une intensité presque enivrante. Chaque moment volé semblait précieux. Thomas a commencé à se retirer de ses amis. Marcus a appelé, voulait se rencontrer. Thomas innovait des excuses, avait toujours trop de travail, était trop épuisé. La vérité était qu'il voulait passer chaque minute libre avec Léna. Ils parlèrent de tout. Léna était intelligente, lue, avait des opinions sur l'art, la politique, la philosophie. Ils ont discuté de Kant et Camus, ont argumenté sur le libre arbitre et le déterminisme. Thomas se sentait intellectuellement stimulé, comme il ne l'avait pas fait depuis longtemps. Sandra n'avait jamais eu grand-chose à faire pour ces discussions théoriques. Léna était accrochée à ses lèvres. Début mars, un dimanche pluvieux, ils étaient assis dans l'appartement de Thomas. Dehors, la pluie s'éclamait contre les fenêtres. Ils avaient cuisiné des pâtes à la sauce tomate tout simplement, mais bon, ils ont bu du vin rouge, écouté du jazz. Léna semblait pensive. « Thomas, je peux te demander quelque chose ?»« Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe ?» Léna hésitait, jouant avec son verre de vin. « Je suis gêné. Financièrement, les choses ne vont pas bien en ce moment. 2 clients ont annulé des projets et j'ai maintenant un trou dans mon budget. La caisse d'assurance maladie veut un copaiement pour la nouvelle thérapie chez le docteur Kremer, 400 €. Je ne sais pas où trouver ça. » Thomas a posé son verre. « 400 €? Ce n'est pas un problème. Je peux te donner ça. » « Non, non. » Léna secoua la tête. « Je ne voulais pas ça. Je voulais juste en parler. Peut-être que tu pourrais m'aider à faire un plan pour économiser. » Léna. Thomas lui prit la main. « Tu es important pour moi. Si je peux t'aider, je le ferai. Considérez-le comme un prêt, si vous préférez. Tu es sûr ?» Ses yeux étaient grands, incertains, absolument sûrs. Thomas se leva, se rendit à son bureau, écrivait un chèque. 400 €. Ici, tu rembourses, si tu peux. Pas de stress. Léna prit le chèque, les yeux humides. Tu es la meilleure personne que je connaisse. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Ils s'aimaient cette nuit-là, avec une nouvelle intensité, comme si l'argent brûlait une autre couche de barrières entre eux. Thomas se sentait nécessaire, important. Après des mois de solitude, c'était enivrant d'être si nécessaire pour quelqu'un. 2 semaines plus tard, Léna est venue avec une nouvelle demande. Son appartement avait un besoin urgent de rénovation. La propriétaire a menacé de résiliation si elle ne réparait pas les dégâts elle-même. 800 €.
Thomas les lui a donnés sans hésiter. Une semaine plus tard, c'est sa voiture qui a dû être réparée. 1 000 €. Puis leur assurance maladie, qui exigeait un paiement supplémentaire. 600 €. En 2 mois, Thomas avait donné à Léna 3 000 €. Il remarquait à peine à quelle vitesse l'argent coulait. Il gagnait bien sa vie, ses dépenses étaient faibles. Et Léna était toujours si reconnaissante, tellement submergée par sa générosité. Chaque paiement a été accusé de réception de larmes, de baisers, d'assurance de leur amour. « Tu me sauves encore et encore », murmura-t-elle. « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Début mai, Thomas a commencé à remarquer que quelque chose n'allait pas. Des petites choses, d'abord. Léna a parlé d'un client qui avait finalement payé, mais elle n'a jamais mentionné qu'elle pourrait rembourser l'argent. Leurs histoires d'urgence financière sont devenues plus complexes, plus difficiles à vérifier. Il n'a jamais demandé de preuves, de factures, de relevés de compte. Il lui faisait confiance. Un soir, alors que Léna était aux toilettes, son téléphone portable a sonné. Il était sur la table basse. Thomas a automatiquement jeté un coup d'œil. Un message de quelqu'un qui s'appelle Victor. « Comment ça se passe avec l'actuel? Déjà quelque chose dérivé ?» Thomas s'est figé. Le message a rapidement disparu de l'écran. Il n'a pas eu le temps de lire plus. Quand Léna est revenue, Thomas a essayé de paraître normal. « Qui est Victor ?» demanda-t-il avec désinvolture. Léna a cligné des yeux. « Victor, un vieil ami d'école. Pourquoi? Juste comme ça, son nom vient d'apparaître sur ton téléphone. »« Ah oui !» Léna haussa les épaules. « Il écrit parfois, la plupart du temps, des trucs ennuyeux. Rien d'important. » Thomas a laissé tomber, mais l'inconfort est resté. La nuit, pendant que Léna dormait, il s'est levé et est allé dans le salon. Son téléphone portable était toujours sur la table. Il savait que c'était faux, mais les soupçons le rongeaient. Il a pris le téléphone portable, a essayé de le déverrouiller. Il était sécurisé par un code. Il a essayé sa date de naissance, qu'il connaissait. Faux. Il a essayé d'autres combinaisons. Rien ne fonctionnait. Frustré, il a reposé le téléphone. Il se sentait sale, paranoïaque. Ce n'était pas lui. Ce n'était pas du genre à fouiller les biens privés des autres. Mais la nouvelle ne le lâcha pas. Comment ça se passe avec l'actuel? Déjà quelque chose dérivé? Qu'est-ce que cela signifiait? Le lendemain matin, Léna s'est réveillée tôt. Elle semblait agitée. « Je dois y aller, dit-elle. Le docteur Kremer m'a ajourné à aujourd'hui à court terme. » Thomas hocha la tête. « D'accord. On se voit ce soir ?» Léna l'embrassa rapidement. « Peut-être. Je vous contacte. » Après leur départ, Thomas s'assit longtemps à la table de la cuisine. Quelque chose n'allait pas. Il ne pouvait pas le nommer, mais son instinct, aiguisé par le travail humain pendant des années, lui disait que quelque chose n'allait pas fondamentalement. Il a décidé d'appeler le docteur Sabine Kremer. Ils étaient collègues, avaient déjà échangé des patients plusieurs fois. Il a composé son numéro. « Sabine, c'est Thomas Weber. Je voulais me renseigner sur une patiente que je t'ai référée. Léna Hoffmann. » Une courte pause a suivi. « Thomas, je n'ai pas de patiente nommée Léna Hoffmann. Tu ne m'as transféré personne ces derniers mois. » Thomas sentit le monde s'affaisser sous ses pieds. « Tu es sûr ?»« Absolument sûr. Je viens de regarder ma base de patients. Pas de Léna Hoffmann. Tout va bien ? Oui, merci. J'ai dû me tromper. C'était peut-être une autre collègue. » Thomas a raccroché. Ses mains tremblaient. Léna n'était jamais allée voir le docteur Kremer. Elle avait menti. Pendant des mois. Mais pourquoi? Il a appelé le numéro de Léna. Il a sonné. Est allé sur la boîte aux lettres. Il a encore essayé. Encore une boîte aux lettres. La panique commença à monter dans sa poitrine. Il s'est habillé, est allé à son appartement à Sendling. Il a sonné. Pas de réponse. Il a de nouveau sonné, martelé à la porte. « Léna, tu es là ?» Une voisine, une femme âgée, a ouvert sa porte. « Qui cherchez-vous ?»« Léna Hoffmann. Appartement 17. » La femme secoua la tête. « Personne n'habite avec ce nom. L'appartement est vide depuis 2 mois. Le locataire précédent a déménagé. » Thomas la fixa. « C'est impossible. Je suis ici, plusieurs fois. » La femme haussa les épaules. « Peut-être vous êtes-vous trompé d'adresse. »
Thomas retourna en titutant vers sa voiture. Rien n'a eu de sens. Soit la voisine a menti, soit tout ce que Léna lui avait dit était une invention. Arrivé à la maison, il a passé en revue ses relevés bancaires. 3 000 € en 2 mois. Tous les chèques émis et encaissés à Lena Hoffman. L'argent était parti. Mais qui était vraiment Lena? Thomas a ouvert son ordinateur portable, a googlé son nom. Lena Hoffman Munich. Il y a eu des dizaines de coups, mais aucun ne correspondait à sa Lena. Il a ajouté « graphiste ». Encore plus de coups, mais encore une fois, personne qui lui ressemblait. C'était comme si elle n'existait pas. Son téléphone vibrait. Un message de Lena. « Désolé pour ce matin. Pouvons-nous nous rencontrer ce soir? Je dois te parler. C'est important. » Thomas fixait le message. Il devrait les confronter, exiger des réponses. Mais une partie de lui avait peur de ce qu'il découvrirait. Il a répondu « Où ?»« Ton appartement, 20 heures. » Thomas a passé le reste de la journée dans un état d'anxiété flottante. Il ne pouvait pas travailler. Il a annulé tous les rendez-vous de l'après-midi. Petra était inquiète. « Vous avez l'air malade, monsieur Weber. Dois-je appeler un médecin ? » « Non, c'est juste une migraine. Je vais m'allonger. » À 20 heures, on a sonné à sa porte. Thomas a ouvert. Lena se tenait là, mais elle avait l'air différente. Sa posture était plus confiante, son sourire moins timide. Elle est entrée sans attendre d'invitation. « Bonjour Thomas. Nous devons parler. » Il a fermé la porte. « Oui, nous devons le faire. J'ai parlé au docteur Kremer. Tu n'as jamais été avec elle. Et ton appartement est vide. Qui es-tu vraiment ?» Le sourire de Lena s'élargit, mais il n'atteignit pas ses yeux. « Ah, tu as commencé à faire des recherches. Je me demandais quand cela se produirait. Réponds à ma question. Qui êtes-vous » Lena s'est assise sur son canapé, a croisé ses jambes. « Je m'appelle en fait Lena. Ce n'était pas un mensonge. Mais Hoffman n'est pas mon nom de famille. Et je ne suis pas graphiste. Et l'accident de voiture, les attaques de panique, tout cela était-il réel ?» Lena rit, un bruit froid et dur. « Tu es psychologue, Thomas. Vous devez savoir à quel point il est facile de simuler les symptômes. Un peu d'hyperventilation, quelques larmes, et tout le monde pense que vous avez un traumatisme. » Thomas sentit qu'il avait la nausée. « Tu m'as menti tout le temps ?»« Pas tout le temps. » La voix de Lena devint plus douce, presque de regret. Les sentiments étaient réels, du moins au début. Tu es un homme bon, Thomas, adorable, solitaire, vulnérable. Cela aurait été presque dommage si les choses n'étaient pas devenues plus compliquées. « Qu'est-ce que tu veux de moi ?» Lena se leva, se rendit vers lui. « De l'argent, bien sûr. Quoi d'autre ? 3 000 € était un bon début, mais maintenant il est temps de faire plus. Beaucoup plus. » Thomas a reculé. « Je ne te donne plus rien. Sers de ma vie. » « Oh, Thomas. » Lena a sorti son téléphone. Ce ne serait pas une bonne idée. Elle a glissé sur l'écran, l'a tourné vers lui. Photo. Deux, au lit, en train de s'embrasser, nus, vulnérables. Où les as-tu eus ? Caméra cachée. Très petit, très discret. Ton appartement était facile à préparer quand tu étais sous la douche. La voix de Lena était professionnelle. Ces photos seraient intéressantes pour l'ordre des médecins du Land de Bavière. Un thérapeute qui a une relation avec sa patiente. C'est une violation du code professionnel. Tu perdrais ton perdre. Tu n'as jamais été ma patiente. Pas officiellement après t'avoir transféré. Cela n'a pas d'importance. Lena sourit. Nous nous sommes rencontrés pendant la relation thérapeutique. Tu m'as donné de l'argent alors que j'étais encore ta patiente. Tu as franchi la ligne. La chambre ne trouvera pas cela bon, ni tes collègues, ni ta famille, ni ton ex-femme. Que veux-tu ? La voix de Thomas n'était guère plus qu'un murmure. 10 000 €, jusqu'à la fin de la semaine, et puis 5 000 autres chaque mois. Thomas a ri amèrement. C'est fou. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Alors procure-toi. Vends ta voiture. Prends un prêt, demande à ta famille. C'est ton problème, pas le mien. Mais si vous ne payez pas, ces photos vont partout. Il la fixa, cet inconnu qu'il croyait aimer. Qui es-tu vraiment ?
quelqu'un qui survit. Léna a rangé son téléphone. 10 000 jusqu'à vendredi. Je t'envoie le numéro de compte. Elle est allée à la porte, s'est retournée. Je suis désolé, Thomas. Vraiment, tu étais gentil. Mais à la fin, nous sommes tous à la recherche d'un moyen de nous en sortir. La porte est tombée dans la serrure. Thomas se tenait seul dans son appartement, entouré des décombres de sa vie. Et pour la première fois depuis des mois, il pleurait. La nuit après la révélation de Léna, Thomas Weber a passé le sommeil. Il était assis sur son canapé, fixant le plafond et essayant de comprendre comment il avait pu être si aveugle. Lui, qui avait analysé des personnes pendant des années, qui reconnaissait les techniques de manipulation, qui avait publié sur les troubles narcissiques de la personnalité. Et pourtant, il était tombé dans le piège de la plus ancienne arnaque. Une séduisante femme dans le besoin, qui savait exactement sur quel bouton appuyer. Le matin, il a appelé le cabinet et a annulé tous les rendez-vous pour les 3 prochains jours. Petra semblait inquiète. « Monsieur Weber, ce n'est pas comme vous. Dois-je organiser un remplacement ?»« Non, j'ai juste besoin de quelques jours. Dites au patient qu'il s'agit d'une urgence familiale. » Il raccrocha avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions. Thomas savait qu'il avait 3 options. Tout d'abord, chiffrer et espérer que Léna finira par arrêter. Mais les extorqueurs ne s'arrêtent jamais. Il le savait grâce à son travail avec les victimes. Deuxièmement, aller à la police et avouer tout. Mais alors la vérité sortirait. Sa carrière serait détruite. Troisièmement, découvrir qui était vraiment Léna et trouver un moyen de l'arrêter. Il a choisi la 3e option. Tout d'abord, il a fouillé son appartement à la recherche des caméras cachées. Cela a pris 2 heures, mais il l'a trouvé. 3 minuscules appareils, pas plus grands que des boutons de chemise, cachés dans la chambre, le salon et la salle de bain. Il les détruisait méthodiquement avec un marteau. Le sentiment d'avoir été observé le fit étouffer. Puis il a commencé ses recherches. Il avait le numéro de portable de Léna, son adresse e-mail, qu'il avait utilisée pour les rendez-vous. Il a contacté un vieil ami d'études, Matthias Kern, qui avait travaillé comme informaticien dans la police de Berlin avant de passer au secteur privé. « Matthias, j'ai besoin d'une faveur. » Discret. Les deux se sont rencontrés dans un café de la gare centrale. Matthias, maintenant au début de la quarantaine, les cheveux clairsemés et le regard perspicé, écouta l'histoire de Thomas sans l'interrompre. Quand Thomas eut fini, Matthias siffla doucement dans les dents. « Mec, tu es vraiment tombé dans le panneau. C'est un piège à miel classique. Que peux-tu faire pour moi ?» Matthias prit une gorgée de café. « Je peux essayer de retracer le numéro, vérifier l'adresse e-mail, voir si elle est active sous d'autres noms. Mais ça prend du temps. Et ce n'est pas tout à fait légal, donc si des questions viennent, je ne t'ai jamais aidé. » Compris. Thomas a glissé une enveloppe sur la table. 500 €. Matthias hocha la tête. « Je vous recontacterai dans quelques jours. » En attendant le retour de Matthias, Thomas a essayé de maintenir sa vie normale. Il est retourné au cabinet, a vu ses patients, mais il semblait creux. Chaque fois qu'une jeune femme venait dans sa salle de traitement, il se demandait si elle était réelle ou une autre Léna. La confiance, la base de tout son travail, a été ébranlée. Mercredi, il a reçu un message de Léna. Juste un numéro de compte et les mots « Vendredi, 18 h, 10 000, pas d'excuses ». Thomas a ignoré le message. Il ne paierait pas avant d'avoir su à qui il avait vraiment affaire. Jeudi soir, Matthias a appelé. « J'ai quelque chose. Nous devons nous rencontrer. » Ils se sont retrouvés. Cette fois, dans l'appartement de Matthias à Neuhausen. Matthias étale des impressions sur sa table de cuisine. Donc, le numéro de portable est enregistré sur un contrat prépayé, acheté avec de faux documents. L'adresse e-mail mène à un serveur anonyme. Mais j'ai continué à creuser. Matthias a montré une photo imprimée à partir d'un profil de médias sociaux. C'est elle, non? Thomas hocha la tête. C'était Léna, mais différente. Plus jeune, aux cheveux plus foncés, un sourire plus large.
Elle s'appelle sur ce profil Laura Berger. Qui est-ce? Selon ce profil Facebook, elle a 19 ans, étudiante à Hambourg. Mais le profil est devenu inactif il y a 3 mois. J'ai continué à chercher et j'ai trouvé 2 autres profils. Mathias posa 2 autres impressions. La voici en tant que Lisa Neumann, 22 ans, soi-disant infirmière à Francfort. Et ici en tant que Léa Wagner, 24 ans, étudiante en histoire de l'art à Cologne. Thomas fixait les photos. Toujours la même femme, mais avec des identités différentes. Tous les profils sont maintenant inactifs. Mais grâce à quelques références croisées et à un peu de hack que vous n'avez jamais entendu, j'ai trouvé son vrai nom. Mathias a glissé un dernier document sur la table. Son vrai nom est Elena Richter, née le 15 avril 2007. Thomas calcula rapidement dans sa tête. 2007. Elle ferait 17. 18 en avril. Mathias hocha la tête sérieusement. Elle est mineure, Thomas. Tu as couché avec une mineure. C'est un crime, quelle que soit la façon dont elle s'est fait. Thomas sentit ses yeux noircir. Non, non, c'est impossible. Elle a dit qu'elle avait 26 ans. Elle avait des documents, une carte d'identité. Faux. Très bon contrefaçon, mais contrefaçon. Mathias se pencha en arrière. Ça va empirer. J'ai fait des recherches sur certains forums et bases de données. Elena Richter est connue. Elle l'a déjà fait plusieurs fois. Différentes villes, différentes victimes. Toujours le même schéma. Montre-moi. Mathias a ouvert son ordinateur portable. Il y a un forum privé pour les victimes d'escroquerie. J'ai eu accès. Ici. Il a tourné l'écran. Un post d'il y a 8 mois, de Hambourg. Un homme, au milieu de la cinquantaine, a décrit comment il avait été trompé par une jeune femme nommée Laura. L'histoire était terriblement similaire. Elle s'était fait passer pour une étudiante traumatisée, avait profité d'une relation thérapeutique, avait extorqué de l'argent. Un autre poste de Francfort, il y a 1 an. Encore un homme, cette fois un médecin qui avait été exploité par Lisa. Toujours le même schéma. « Combien de victimes y a-t-il » a demandé Thomas d'une voix rauque. « Au moins 5 que j'ai trouvées. Probablement plus. Elle est bonne. Elle change de ville, change légèrement d'apparence, utilise des noms différents. Mais le modèle de base reste le même. Pourquoi n'a-t-elle pas été arrêtée » Mathias soupira. Parce que personne ne va à la police. Les victimes ont honte. Ils ont dépassé la frontière thérapeutique ou professionnelle, parfois avec une femme supposée adulte qui s'avère être mineure. Ils ont plus à perdre qu'elle. Elena le sait, elle choisit très soigneusement ses victimes. Thomas enfouit son visage dans ses mains. « Je suis un tel idiot. »« Tu es une victime, » corrigea Mathias. « Il y a une différence. » Que dois-je faire? Mathias ferma l'ordinateur portable. Vous avez 2 options, payer et espérer qu'elle finira par disparaître, ou aller à la police, tout avouer, et espérer que le tribunal considère la manipulation comme une circonstance atténuante. Si je vais à la police, je perds tout. Mon agrément, ma carrière, ma réputation. Probablement. Mathias hocha la tête. Mais si tu ne pars pas, elle continuera à t'évier jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, et elle passera à la prochaine victime. C'est leur stratégie. Thomas est rentré chez lui, la tête pleine de pensées contradictoires. Il n'avait pas couché avec une patiente, du moins c'était clair. Elena n'avait jamais vraiment été sa patiente, n'avait jamais vraiment souffert. Mais il avait couché avec une mineure, même s'il avait été trompé. Son ignorance n'avait peut-être pas d'importance devant la loi. Vendredi matin, il a reçu un autre message d'Elena. Le temps s'écoule. 18 heures, 10 000. Où les photos sortent. Thomas a répondu pour la première fois. Nous devons parler, personnellement. La réponse est venue immédiatement. Jardin anglais, Monopteros, 19 heures. Viens seul. Le jardin anglais était peu fréquenté à cette période de l'année. Le printemps avait commencé, mais les soirées étaient encore fraîches. Thomas est arrivé 20 minutes plus tôt, observant l'environnement. Ce n'était pas un détective, mais il essayait d'être prudent. Peu avant 19 heures, Elena est apparue.
Elle portait une veste en cuir, un jean, ses cheveux attachés en queue de cheval. Elle ressemblait à une adolescente, ce qu'elle était. Thomas. Elle sourit, mais c'était le sourire froid de la dernière fois. « Tu as l'argent » ? Non. Ses sourcils se sont levés. Ce n'était pas une sage décision. « Je sais qui tu es. Elena Richter, née en 2007. Tu as 17 ans. » Elena a ri. « Tu as fait des recherches. Impressionnant. » « Oui, j'ai 17 ans. Qu'est-ce que cela change ? » « Tout. » Thomas s'est approché. « Tu m'as trompé. Tu t'es fait passer pour une femme adulte. Tu as utilisé de faux documents. C'est de la triche. Et pourtant, tu as couché avec moi. » Elena croisa les bras. « Devant la loi, tu es l'adulte. C'est vous qui êtes responsable. Peu importe comment je me suis passé. Je vais à la police, dit Thomas. Je leur dis tout. Le chantage, la fraude, les fausses identités. Tu as déjà fait ça à plusieurs hommes. Ça va s'arrêter. » Elena soupira, comme si elle s'ennuyait. « Va à la police, raconte-leur tout. Ils vous croiront, c'est sûr, mais alors toutes les photos seront publiées. Tes collègues, ta famille, les journaux. Psychothérapeute a une relation avec une patiente mineure. Ce sera le titre. Elle n'a jamais été ma patiente. Ils ne le croiront pas. » Elena a sorti son téléphone. « J'ai tous les enregistrements de nos séances. Tu te souviens de la première séance où tu m'as admise en tant que patiente? J'ai tout documenté. Pour le monde extérieur, il semble que vous ayez sexualisé la relation thérapeutique. » Thomas sentit la colère monter en lui. « Tu es un monstre. Je suis une survivante. » La voix d'Elena est devenue dure. « Des hommes comme vous, avec du pouvoir et des positions, vous pensez pouvoir faire ce que vous voulez. Je retourne la donne. Je prends ce qui m'est à droit. À quoi as-tu droit? Tu détruis des vies. Tu manipules les gens. Tout comme la société manipule des filles comme moi. » Elena a rangé son téléphone. « Écoute Thomas, je n'ai pas envie de débats moraux. Tu as jusqu'à dimanche. 15 000 maintenant. Où tout sort. » Elle se retourna, partit. Thomas l'a appelée. « Elena ?» Elle s'arrêta, se retourna à moitié. « Quoi? Pourquoi fais-tu vraiment ça ?» Pendant un moment, il a vu quelque chose sur son visage. Quelque chose de vulnérable, brisé. Puis, il était parti, remplacé par le sourire froid. « Parce que je peux. » Elle a disparu parmi les arbres. Thomas s'assit longtemps sur les marches du monoptère. Le soleil s'est couché, a plongé Munich dans une lumière dorée. Il pensait aux derniers mois, à chaque moment avec Elena, à chaque contact, à chaque mot. Tout était un mensonge, mais les sentiments qu'il avait eus étaient réels. C'était la chose la plus cruelle. Samedi matin, Thomas a pris une décision. Il a appelé une avocate, Claudia Bergman, spécialisée en droit pénal. Elle était connue pour son travail avec les victimes d'escroquerie. Ils ont convenu d'une réunion urgente. Claudia Bergman était une femme de la fin de la cinquantaine, avec de courts cheveux gris et un regard direct. Elle écoutait l'histoire de Thomas, prenait des notes, posait des questions précises. « Dr Weber, votre situation est compliquée, » a-t-elle finalement dit. « Vous avez été trompé, c'est clair, mais vous avez quand même couché avec une mineure, même si vous pensiez qu'elle était adulte. C'est juridiquement problématique. Quelles sont mes options ?» Claudia se pencha en arrière. « Si vous allez à la police et coopérez pleinement, si vous aidez à arrêter cette fille et à trouver d'autres victimes, alors le tribunal pourrait considérer cela comme une circonstance atténuante. Vous n'iriez probablement pas en prison, mais une peine avec sursis est possible. Et votre licence? Elle sera probablement retirée ou du moins suspendue. Leur réputation est massivement endommagée. » Claudia s'est arrêtée. « Mais si vous n'allez pas à la police, Elena continuera à vous faire chanter. Et à un moment donné, si vous ne pouvez plus payer, elle publiera quand même les photos. Les extorteurs respectent rarement les accords. » Thomas se frotta le visage. « Y a-t-il d'autres victimes qui témoigneraient? Peut-être. Si la police enquête et les trouve, certains pourraient être prêts à parler. Cela renforcerait votre cas. Cela montrerait qu'Elena exploite un système que vous n'étiez pas le seul. » Thomas se leva, se rendit vers la fenêtre. Munich s'étendait devant lui. La ville où il avait construit sa vie.
Tout s'effondrerait s'il allait à la police. Mais avait-il le choix? « Je dois y réfléchir », a-t-il finalement dit. Claudia hocha la tête. « Mais ne pensez pas trop longtemps. Plus vous attendez, plus ça empire. » Thomas quitta le cabinet et traversa la ville sans but. Il passait devant la Marienplatz, à travers la vieille ville, le long de l'Isar. Partout, il voyait des couples, des familles, des gens à la vie normale. Il l'enviait de son innocence. Le soir, il était assis dans son appartement, devant lui un verre de whisky. Son téléphone vibrait. Un message d'Elena. Dernier jour demain, 15 000, pas d'autres avertissements. Thomas fixait le message. Puis il a tapé une réponse. Non, je vais à la police. Fais ce que tu veux. Il a envoyé le message avant de pouvoir changer d'avis. La réponse est venue immédiatement. Tu vas le regretter. Thomas sourit amèrement. Il regrettait déjà tout. Qu'est-ce qu'un regret de plus? Dimanche matin, Thomas s'est rendu au quartier général de la police de Munich. Il a demandé à parler à quelqu'un du département de la fraude. On l'a conduit dans une pièce aride. 20 minutes plus tard, un commissaire est entré. Erwin Schäfer, au milieu de la quarantaine, les yeux fatigués et la poignée de main ferme. « Docteur Weber, que puis-je faire pour vous ?» Thomas a tout raconté. La première séance avec Lena, la relation, l'argent, le chantage, la révélation. Il a montré à Mathias les recherches, les différentes identités, les autres victimes. Le commissaire Schäfer écoutait attentivement, prenait des notes. Lorsque Thomas eut fini, Schäfer se pencha en arrière. « C'est une affaire sérieuse. Vous n'êtes pas le premier à venir chez nous avec une telle histoire. Nous avons des indices sur ce modèle, mais pas assez de preuves parce que les victimes ne voulaient pas témoigner. Vais-je être arrêté ? Pas tout de suite. » Schäfer secoua la tête. « Mais vous devez comprendre que vous pourriez être accusé. Nous devons vérifier cela. Le fait que vous ayez été trompé est pertinent, mais je ne peux pas dire comment le tribunal évalue cela. » Thomas hocha la tête. « Je comprends. Je veux juste qu'elle soit arrêtée, avant qu'elle ne fasse ça à quelqu'un d'autre. » Le commissaire Schäfer s'est levé. « Nous allons enquêter. Ça prend du temps. Vous devez rester joignable, faire d'autres déclarations. Et docteur Weber, ne parlez à personne de cette affaire. Pas de collègues, pas de famille. Compris. » Thomas a quitté le quartier général de la police avec un sentiment de soulagement et d'horreur à la fois. Il avait pris la bonne décision. Mais le prix serait élevé. Ce soir-là, alors qu'il rentrait à la maison, il trouvait son appartement fouillé, tiroirs déchirés, papiers éparpillés, mais rien n'a été volé. C'était un message. Elena savait où il habitait. Elle lui a fait savoir qu'elle pouvait revenir à tout moment. Thomas a appelé le commissaire Schäfer, a signalé le cambriolage. La police est arrivée, a pris des traces, mais tout le monde savait qu'Elena était partie depuis longtemps. Cette nuit-là, Thomas Weber était assis dans son appartement dévasté et s'est rendu compte que sa vie telle qu'il l'avait connue était terminée. Le combat ne faisait que commencer. Les semaines qui ont suivi le passage de Thomas à la police ont été un cauchemar au ralenti. L'enquête a commencé mais lente, bureaucratique, frustrante. Le commissaire Schäfer a appelé régulièrement, a posé d'autres questions, a demandé des documents supplémentaires. Thomas a tout remis. Relevés bancaires montrant les paiements, les caméras détruites qu'il avait gardées comme preuve, capture d'écran des messages d'Elena, les recherches de Mathias sur leurs différentes identités. La police a confirmé qu'Elena Richter existait réellement. Née à Berlin, parents séparés, la mère alcoolique, le père inconnu. À 14 ans, Elena s'était enfuie de l'aide à la jeunesse et avait pratiquement disparu du radar depuis. Elle apparaissait de temps en temps, utilisait de faux papiers, vivant de l'argent qu'elle prenait à ses victimes. « Avez-vous une adresse pour elle ?» a demandé Thomas à l'un des interrogatoires. Schäfer secoua la tête. « Elle n'a pas de résidence permanente. Nous pensons qu'elle passe d'un logement à l'autre, parfois chez des complices. » Des complices? Il y a quelqu'un pour l'aider. Probablement plusieurs. Schäfer a ouvert un dossier. Nous avons analysé le numéro à partir de qui elle a communiqué avec vous. Il y a eu des contacts avec une personne à Berlin, Viktor Maslowski.
Nous soupçonnons qu'il se procure de faux documents. C'est peut-être aussi lui qui a installé les caméras cachées. Allez-vous l'arrêter? Nous y travaillons. Mais Maslovski est prudent. Et sans Elena elle-même, nous ne pouvons procéder que de manière limitée. Thomas se frotta les yeux. Combien de temps cela prendra-t-il? Difficile à dire. Moi, peut-être plus longtemps? Schaeffer le regarda avec compassion. Docteur Weber, je sais que c'est frustrant, mais vous avez fait ce qu'il fallait. Nous allons les trouver. Pendant ce temps, la vie de Thomas a commencé à s'effondrer. L'ordre des médecins du Land de Bavière avait appris de l'enquête que cela était inévitable dans de tels cas. On l'a invité à un entretien. Thomas était souvent entré dans le bâtiment de la chambre, dans la Mühlborgstrasse, pour des formations, des conférences. Maintenant, c'était comme une promenade à l'échafaud. Le comité était composé de 3 personnes. Dr Johannes Hartmann, un psychiatre plus âgé que Thomas, connaissait de conférences. Dr Suzanne Merkel, une psychologue d'une 50aine d'années au regard sévère, et un juriste dont Thomas a immédiatement oublié le nom. Ils étaient assis à une longue table, Thomas face à eux, seul. Dr Weber, Hartmann a commencé. Vous comprenez pourquoi nous vous avons demandé ici. Il y a de graves accusations. Une relation thérapeutique qui a été sexualisée, transfert d'argent à une patiente. Il s'agit d'infractions flagrantes au code professionnel. Elle n'a jamais vraiment été ma patiente, a essayé d'expliquer à Thomas. Toute leur histoire était inventée. Elle m'a systématiquement trompé. Le docteur Merkel feuilletait les dossiers. Néanmoins, vous l'avez accueillie en tant que patiente. Vous avez effectué des séances, facturé des honoraires. Ce n'est que plus tard que vous avez sexualisé la relation. Cela ne change rien au fait que vous avez franchi une limite. J'ai été manipulé. Elle a 17 ans. S'est fait passer pour 26. C'est de la triche. Le juriste s'est mêlé. Cela peut être pertinent devant les tribunaux. Pour nous, il est crucial qu'en tant que thérapeute, vous ayez abusé d'une position de confiance, quelles que soient les circonstances. Thomas sentit la colère monter en lui. Je suis la victime ici. J'ai essayé d'aider quelqu'un et j'ai été puni pour cela. Et maintenant, vous me punissez encore une fois. Nous ne punissons pas, dit Hartmann d'une voix calme. Nous protégeons l'intégrité de la profession. Les patients doivent pouvoir compter sur le fait que leur thérapeute reste professionnel. Leur cas, quelles que soient les circonstances, ébranle cette confiance. La conversation a duré 2 heures. À la fin, Thomas a été informé que sa licence serait suspendue pour le moment jusqu'à ce que l'enquête pénale soit terminée. Il n'avait plus le droit de voir des patients, de faire un travail thérapeutique. Son cabinet a dû être fermé. Quand Thomas est rentré chez lui, il s'est senti sourd. 20 ans de travail, détruits en une seule conversation. Il pensait à ses patients, des gens qui dépendaient de lui. Petra avait déjà commencé à la référer à d'autres thérapeutes. Beaucoup avaient été compréhensifs, mais certains se sentaient abandonnés. Un patient, M. Schneider, qui était en traitement depuis 3 ans chez lui pour dépression, avait demandé en pleurant au téléphone « Pourquoi me quittez-vous » La fermeture du cabinet a également entraîné des problèmes financiers. Thomas avait des réserves, mais elles ne dureraient pas éternellement. Le loyer des locaux du cabinet a dû être payé pendant encore 6 mois, engagement contractuel. Petra avait besoin d'une indemnité de départ. Les frais d'avocat se sont accumulés. En 3 mois, Elena lui avait non seulement pris directement 3 000 €, mais avait indirectement détruit tous ses revenus. Le commissaire Schaeffer s'est manifesté début juin avec une nouvelle. Nous avons trouvé une autre victime qui est prête à témoigner. Dr Markus Wendt, interniste de Francfort. Elena s'est présentée à lui il y a 1 an et demi comme Lisa Neumann, soi-disant infirmière. Même schéma. Thomas a rencontré le Dr Wendt lors d'une réunion organisée par la police. Wendt était au milieu de la quarantaine, les tempes grises, les yeux épuisés. Ils étaient assis dans une pièce neutre du quartier général de la police. « Je pensais que j'étais le seul », dit doucement Wendt. « J'avais tellement honte. Je n'en ai parlé à personne. Combien vous a-t-elle pris » demanda Thomas. « 20 000 € sur 6 mois. » Wendt a ri amèrement. «
J'ai contracté un prêt, j'ai dit à ma femme que c'était pour une extension de la pratique. Quand Elena a disparu, j'étais devant le néant. Mon mariage s'est brisé à ce sujet. Les deux hommes ont échangé leurs histoires. Les parallèles étaient terrifiants. Elena avait utilisé le même scénario, seulement légèrement adapté. Passé traumatisant, urgence financière, l'isolement de la victime, puis le chantage. Chez Wendt, elle s'était fait passer pour une jeune fille de 21 ans. En vérité, elle avait 16 ans à l'époque. « A-t-elle publié les photos ?» a demandé Thomas. « Non. » Wendt secoua la tête. « J'ai payé jusqu'à ce que je ne puisse plus. Puis elle a tout simplement disparu. Je n'ai plus jamais entendu parler d'elle. Je crois qu'elle s'est rendue compte que j'avais saigné et qu'elle est passée à la victime suivante. Le commissaire Schaeffer, qui était présent à la conversation, a pris des notes. Nous avons maintenant 3 victimes qui témoignent. Dr Weber, Dr Wendt et un avocat de Hambourg qui s'est récemment manifesté. Cela nous donne une base, mais nous avons besoin d'Elena elle-même. Avez-vous des indices sur l'endroit où elle pourrait être ? A demandé Thomas. Schaeffer hésita. Nous avons des informations qu'elle a été vue à Vienne. Elle a peut-être quitté l'Allemagne. Si c'est vrai, ça devient plus compliqué. Mandat d'arrêt international, procédure d'extradition. Cela peut prendre des années. Années. Thomas a laissé le mot agir sur lui. Des années où sa vie était suspendue, des années où il ne pouvait pas travailler, où l'ombre de cette histoire pendait sur lui. La prochaine mauvaise nouvelle est arrivée en juillet. Le journal local, le Süddeutsche Zeitung, avait pris vent de l'histoire. Un journaliste, Robert Kern, a appelé Thomas. « Docteur Weber, j'ai entendu dire que vous faisiez l'objet d'une enquête pour relations inappropriées avec une patiente. Voulez-vous commenter à ce sujet ?» Pas de commentaire, dit Thomas et raccrocha, mais il savait qu'il était trop tard. Claudia Bergman, son avocate, l'avait prévenu. Tôt ou tard, la presse le découvrirait. Ils avaient préparé une stratégie, mais Thomas n'était pas prêt pour la réalité. L'article a été publié 3 jours plus tard, pas sur la première page, mais bien en vue dans la partie locale. Thérapeute munichois sous suspicion, allégation de relations inappropriées avec une patiente. L'article était superficiel, ne donnait aucun nom, à part Thomas, spéculait sur les détails. Mais le message était clair. Un thérapeute respecté avait abusé de sa position. Le téléphone de Thomas a explosé. Appel de connaissances, d'anciens collègues, même de Sandra, son ex-femme. « Qu'est-ce que tu as fait ?» demanda Sandra, sa voix entre colère et incrédulité. Thomas essaya d'expliquer, mais les mots semblaient creux. « J'ai été trompé. » Sandra rit vivement. « Tu es psychologue, Thomas. Comment ne vois-tu pas que tu es manipulé ?» Son frère Marcus est passé le lendemain. Ils étaient assis dans l'appartement de Thomas, bu de la bière. C'était longtemps. Finalement, Marcus a dit « Je te crois que tu as été trompé, mais bon sang, Thomas, comment as-tu pu être aussi stupide ?» Je me sentais seul. Thomas fixait sa bouteille de bière. Après le divorce, je me sentais vide. Et puis elle est venue, jeune, intéressée, elle m'a vu. Je pensais avoir enfin trouvé quelqu'un. Marcus hocha lentement la tête. La solitude fait de nous des idiots. Mais tu vas t'en sortir. Nous sommes une famille. Le soutien de Marcus a aidé, mais elle ne pouvait pas changer la réalité. La réputation de Thomas s'était ruinée. D'anciens patients se sont manifestés, certains avec compréhension, d'autres accusants. Une patiente, Madame Meyer, lui a écrit un email. « Je vous ai fait confiance. Comment puis-je à nouveau faire confiance à un thérapeute ?» En août, le commissaire Schaeffer s'est manifesté avec un rebondissement. Nous avons retrouvé Elena Richter. Elle est à Vienne, mais pas seule. Elle a une nouvelle victime, un psychiatre, le docteur Anton Huber. Nous collaborons avec les autorités autrichiennes. Pouvez-vous les arrêter ? Nous essayons, mais elle est prudente. Nous voulons les prendre en flagrant délit, avec des preuves qui tiennent devant les tribunaux. Schaeffer s'est arrêté. Docteur Weber, nous avons une demande. Seriez-vous prêt à parler au docteur Huber ? L'avertir ? Thomas hésita. Pourquoi moi ? Parce que vous comprenez ce qu'il traverse. Parce que vous êtes crédible.
Si nous le faisons, il ne nous croira pas. Mais une autre victime, quelqu'un qui a vécu la même chose, pourrait l'atteindre. Une semaine plus tard, Thomas était assis dans un café viennois et attendait le docteur Anton Hubert. La police autrichienne avait établi le contact. Hubert était nerveux mais curieux. Il est apparu à l'heure, un homme d'une trentaine d'années aux cheveux noirs et aux yeux vigilants. « Docteur Hubert, merci d'être venu. » Thomas lui tendit la main. Hubert s'assit, commanda un café. « La police a dit que vous avez des informations sur Lena? C'est comme ça qu'elle s'appelle chez vous ?» Hubert hocha la tête. « Lena Wagner. C'est ma patiente. Nous avons commencé la thérapie il y a 3 mois. Elle a un trouble anxieux grave après un traumatisme. » Thomas hocha la tête. « Laissez-moi vous raconter mon histoire. » Il a tout raconté. La première séance, la séduction, l'argent, le chantage, la vérité. Le visage de Hubert pâlit à chaque mot. Lorsque Thomas termina, Hubert secoua la tête. « Ce n'est pas possible. Lena n'est pas comme ça. Elle est vulnérable, réelle. C'est ce que je pensais. » Thomas a sorti les documents que Mathias avait recherchés. Hubert les étudia, les mains tremblantes. « Voici leurs différentes identités. Voici d'autres victimes. Nous ne sommes pas les seuls. Elle le fait professionnellement. » Hubert se pencha en arrière, le visage cendré. « Je lui ai prêté 2000 € pour une opération que leur caisse d'assurance maladie ne voulait pas prendre en charge. Elle a pleuré, était si reconnaissante. « Ce n'est que le début, » dit doucement Thomas. « Bientôt elle en voudra plus, et si vous ne payez pas, elle vous fera chanter. Elle a des photos, elle a tout prévu. » Hubert enfouit son visage dans ses mains. « Que dois-je faire? Aller à la police, maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. » Hubert les yeux, les larmes aux yeux. « Mais je l'aime. Je sais que cela semble fou, mais je l'aime. » Thomas a ressenti une piqûre de compassion. « Je comprends. J'ai ressenti la même chose. Mais ce n'est pas réel, docteur Hubert. Elle joue un rôle. La femme que vous aimez n'existe pas. » Hubert pleurait en silence. Les 2 hommes sont restés longtemps assis dans le café, 2 victimes du même auteur, liées par la douleur et la honte. À la fin, Hubert est allé à la police. Grâce à sa déclaration et à la collaboration entre la police allemande et autrichienne, il a réussi à localiser Elena. Le 15 septembre, elle a été arrêtée dans un appartement viennois. Thomas l'a appris par un appel du commissaire Schaeffer. « Nous l'avons. Elle est en garde à vue. » Thomas a ressenti un mélange de soulagement et de vide. C'était fini, ou du moins le début de la fin. Mais la destruction qu'Elena avait faite resterait longtemps. Sa vie, sa carrière, sa confiance en lui-même et en les autres, tout était en ruine. Cette nuit-là, Thomas était assis sur son balcon, regardant au-dessus de Munich et se demandant s'il pourrait un jour redevenir la personne qu'il était autrefois. L'arrestation d'Elena Richter a déclenché une réaction en chaîne. Les médias se sont jetés sur l'histoire comme des vautours sur la crânelle. Une escroc mineure a trompé les thérapeutes dans plusieurs villes, à titre le Süddeutsche Zeitung. Le Bild a poursuivi « Chanteuse de Babyface », c'est ainsi qu'elle a détruit la vie des médecins allemands. Thomas a essayé de ne pas lire les articles, mais c'était impossible. L'histoire est apparue partout, dans les journaux, les portails en ligne, même dans les talk-shows. Le paradoxe était que l'opinion publique était divisée. Certains considéraient Elena comme le monstre qu'elle était, une manipulatrice calculatrice qui exploitait systématiquement les hommes. D'autres la voyaient comme une victime, une fille de milieu brisé qui devait faire ce qu'il fallait pour survivre. Les blogs féministes discutaient des structures de pouvoir, de la véritable victime. Les commentateurs conservateurs parlaient de décadence morale. Thomas s'est retrouvé au centre d'une tempête qu'il n'avait jamais voulu. Claudia Bergmann, son avocate, a essayé de limiter les dégâts. « Nous ne donnons pas d'interview », a-t-elle dit avec détermination. « Chaque mot peut être utilisé contre vous au tribunal. Laissez-moi prendre en charge la communication. » Elle a publié une brève déclaration. Le docteur Weber est lui-même une victime dans cette affaire. Il a été systématiquement trompé et coopère pleinement avec les autorités. Le parquet de Munich a officiellement ouvert une procédure contre Elena Richter. L'accusation est forte.